Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un petit peu atypique puisque alors, elle arrive dans la préparation de la vidéo sur Cataclysme et en bossant sur le débunkage de Garrosh que je vous linkerai dans la description et probablement dans les fiches. J'ai bien, en fait, on le sait tous, Warhammer et Warcraft ont toujours eu un passé commun et ont toujours été étroitement liés. Mais c'est vrai qu'en bossant sur Cataclysme et notamment sur Garrosh, je me suis rendu compte que visuellement il y avait des choses en commun, pas que ce soit visuel mais aussi thématique. Et eh bien je me suis dit que c'était l'occasion, on m'a beaucoup demandé de faire des vidéos de Warhammer et malheureusement je n'ai pas le temps de tout faire, c'est pas possible. Mais Warhammer j'adore évidemment, et en rejoint à Total War Warhammer de mon côté, et bien je me suis refait un petit peu des sessions de lecture sur des personnages de l'univers de Warhammer. Et il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux parce que il faut le savoir, on va remettre les choses dans l'ordre, mais à la base Warcraft 1 aurait dû être un jeu Warhammer. À la base Warhammer, donc Game Workshop, le fondateur, enfin celui qui est à l'origine de la licence Warhammer, Warhammer 40 000 et d'autres d'ailleurs, eh bien ils avaient en fait passé commande auprès d'un jeune studio, alors qu'il ne s'appelait pas Blizzard à l'époque si je dis pas de bêtises et qui est devenu Blizzard à ce moment là et après, mais le jeune studio Blizzard il leur avait passé commande du coup pour faire éditer un jeu Warhammer. Alors peut-être qu'il y aura des corrections à apporter bien sûr dans les commentaires parce que je me suis pas retapé toute l'époque, toute cette période juridique, mais il y a eu des soucis, finalement le développement a été abandonné par Game Workshop et le début de Blizzard au départ avait justement bossé, donc ils avaient des assets, ils avaient bossé sur des assets et autres, et du coup ils se sont dit on a tellement avancé dans le projet qu'on va pas jeter tout ça pour rien. Eux en plus c'était des grands passionnés, des grands fans de Warhammer, donc ils se sont dit on va faire notre propre jeu, on va faire notre propre, notre propre jeu, c'était pas le projet de licence mais on va faire notre propre jeu. Et du coup ça s'appelle Warcraft. Et du coup Warcraft 1 vous avez des orques à la peau verte qui affrontent un royaume humain de chevaliers humains, etc. Et ensuite ils ont pondu leur propre histoire. Alors on peut pas dire que Warcraft 1 n'avait pas une histoire non plus facile. C'était en fait la plupart des gens, et souvent on résume Warcraft 1 en mode c'était pas aussi complet que du War 2, War 3. Ce qui est vrai, mais c'est à la fois faux aussi parce que ça donnerait l'impression que Warcraft 1 c'était complètement con et c'était juste les méchants orques contre les gentils humains. C'était le cas, mais tout ce qui est l'histoire de Medivh et tout est quand même quelque chose de très bien travaillé pour l'époque. Ça faudra jamais enlever ça à Warcraft 1. Donc bien sûr c'est War 2 qui va poser les très très grandes bases, mais War 1 a quand même a des grandes qualités sur certaines choses, mais c'était encore assez basique pour le reste. Et du coup il y a eu des procès d'ailleurs entre Game Workshop et Blizzard, et si je dis pas de bêtises d'ailleurs au début les procès ont été gagnés par Blizzard. Peut-être que d'autres ont été gagnés par Game Workshop, n'hésitez pas si vous avez plus d'infos là-dessus dans les commentaires, j'en serai le premier ravi de lire tout ça. Mais en tout cas il y a eu des problèmes juridiques entre les deux studios. Mais finalement, ils ont eu le feu vert et donc ils ont sorti Warcraft 1 et ensuite Warcraft 2 et autres. Et c'était l'occasion pour moi, en travaillant sur Cataclysme, de vous présenter un petit peu des personnages. Notamment, on va rester sur la thématique orc. Je ne vais pas aller sur les humains et autres. Je vais juste faire une petite parenthèse à un moment pour casser aussi une mini idée reçue. Mais le truc, c'est que du coup, il y a des personnages orcs, donc que ce soit de Warcraft et de Warhammer, qui ont des visuels en commun, mais également des thématiques en commun. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant pour certaines d'entre elles. Et pour casser une idée reçue que j'ai vue, parce que j'avais évoqué sur Twitter la possibilité de faire une vidéo comme ça pour voir si ça pouvait vous intéresser, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai vu 2-3 bien sûr idées reçues, notamment une comme quoi, comme Warcraft s'est inspiré de Warhammer à la base, et bien Warcraft a tout repompé, Blizzard a tout repompé à Game Workshop, Blizzard a tout repompé sur Warhammer, et voilà, c'est que Warcraft qui a fait ça. C'est totalement faux déjà, parce que bien sûr Warcraft a essayé d'apporter, je veux dire les orques dans Warhammer c'est assez basique, c'est wouah et c'est gros bourrin et ça casse la gueule tout le temps, ça va du combat, du combat, du combat. Dans Warcraft bien sûr les orques sont des grosses brutasses et font très très mal, mais ils ont une réflexion, une psyché qui est bien plus travaillée que dans Warhammer. Et Warhammer c'est pas que les orques sont nazes, mais l'idée c'est que ils ont toujours montré que c'était des sauvages, mais vraiment du sauvage à l'état pur. C'est ce qui les rend rigolo aussi, c'est ce qui les rend intéressants. Par exemple, qu'ils puissent résister à l'influence du chaos. Donc le mal suprême, je dirais, dans l'univers de Warhammer, c'est le fait que ce soit tellement des débilos que du coup ils ne peuvent pas être corrompus. Et ça c'est assez intéressant. Mais l'idée reçue c'est de dire que du coup Warcraft a tout repompé sur Warhammer, ce qui n'est pas vrai bien sûr là-dessus. Mais bien sûr il y a des thèmes et des inspirations visuelles qui ont été faites, ça c'est clair, je vous le montrerai après pour les orques. Mais j'en profite pour vous parler de Sigvald. Sigvald qui est un personnage apparu vers 2008,
de 2008-2012, entre 2008 et 2012 je crois si je dis pas de bêtises, et qui est arrivé avec la 8ème édition de Warhammer, et visuellement ça doit vous faire penser à quelque chose, sachant que pour ce qui est du personnage, même dans ses thématiques, il y a des thèmes en commun avec évidemment un certain Arthas Menethil, création de 2002, donc même antérieur, mais le jeu est sorti en 2002 de Warcraft 3, qui a eu beaucoup de succès, bien entendu auprès eh bien, du grand public de l'Heroic Fantasy. Donc dire que Warhammer ne s'est pas inspiré de Warcraft et que tout Blizzard s'est inspiré de Warhammer, c'est totalement faux. Il y a eu une inspiration mutuelle. Bien sûr, pour la création de Warcraft, on s'est inspiré de ce que se faisait Warhammer, mais ensuite, les chemins se sont séparés. Parfois, il y a eu des reprises, on s'est réinspiré de certaines thématiques, j'y reviendrai aussi, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une inspiration qui est mutuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois parfois et qui est oublié. On va commencer bien sûr par un personnage qui est assez intéressant et qui personnellement est l'un de mes préférés chefs orques de l'univers de Warhammer. Il s'agit de Gorbad, Gorbad Ironclaw ou Gorbad Griffe de Fer en français, qui est tout simplement, qui a inspiré, alors faut bien comprendre qu'on parle en termes de thématique. Warhammer ça date des années 80, Blizzard et Warcraft ça date des années 90. Le premier Warcraft est sorti en 93 je crois, 92-93 quelque chose comme ça, et Game Workshop donc Warhammer a commencé en 82 ou 81 quelque chose comme ça, donc début des années 80 pour Game Workshop et Warhammer, et début des années 90 pour Warcraft. Donc il y a à peu près 10 ans d'écart, et en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Et les premières grandes figures des armées orques, vous aviez Gorbad Ironclaw, donc Gorbad Griffe de Fer, vous aviez Azag le Massacreur, et vous aviez également d'autres chefs, notamment Grom la Panse. On y reviendra après. Et bien ce qui est assez intéressant, c'est que déjà visuellement vous devez probablement voir... Alors attention, on n'est pas dans une copie conforme, je ne parle pas de plagiat ou autre. Il y a clairement une inspiration visuelle qui est là, parce que oui, le Black End, je sais, de comme ça, vous avez rarement l'habitude de le voir avec cette apparence, mais c'est l'apparence de Warcraft 1 de Black End, qui a été pas mal oublié à Warlord of Draenor, on y reviendra après, mais aussi dans le film. Mais à l'époque, Black End c'est quoi? C'est le premier chef de guerre de la Horde, c'est la première fois que la Horde se rassemble et forme, c'est ce qu'on appelle la Grande Horde, et qui va justement déferler sur les royaumes humains. Et bien... ce qui est assez intéressant, c'est que comme vous le voyez d'un point de vue visuel déjà, on retrouve ces espèces de grandes cornes, ce gros casque, les peaux de bête évidemment. Alors bien sûr il y a quand même des différences, notamment le fait que Gorbad que vous voyez à droite, lui il chevauche des sangliers de guerre. C'est pas du tout le cas de Black End, mais Black End est connu pour une autre chose. Alors d'ailleurs il y a un truc qui est assez drôle, c'est que le clan de Black End s'appelle le Black Rock, et l'endroit où... d'où vient Gorbad est également, alors c'est pas Black Rock, mais c'est le roc noir, le pic noir, je crois que c'est le pic noir, vous me corrigerez, je suis désolé de l'avoir oublié, c'est maintenant évidemment que j'oublie, mais c'est parce que je crois pas que ce soit le roc noir, mais c'est le pic noir ou un truc comme ça, donc il y a déjà une petite ressemblance aussi au niveau de l'endroit d'où ils viennent. Mais surtout, la grosse thématique que ces deux héros ont en commun, ces deux chefs orques ont en commun, c'est que bien entendu Gorbad a dirigé la plus puissante horde de guerre, qu'on appelle une WAG dans l'univers de Warhammer, de son époque, de son temps. C'était le plus grand chef orc qui ait jamais existé à son époque. Donc c'est la première grande invasion orc, et bien c'est Gorbad. Donc c'est assez drôle parce que Black End est le premier à avoir lancé justement les raids de la Horde contre les royaumes humains, et du coup les deux sont spécialisés dans la cavalerie. Black End était spécialisé dans les chevaucheurs de loups, les chevaucheurs de loups noirs. Gorbad lui est spécialisé dans la cavalerie de sangliers de guerre. On verra que Gorbad n'a pas inspiré que Black End, et Black End a des choses bien sûr qui sont différentes de Gorbad. Mais ce qui est assez intéressant dans Gorbad, c'est surtout aussi l'utilisation de la cavalerie et de la stratégie. Quelque chose qui est souvent rarissime chez les orques de Warhammer. On y reviendra après. Et du coup, y a une grosse inspiration mutuelle évidemment, mais il y a un autre personnage bien sûr qui est alors juste pour voilà, petite parenthèse, parce que j'avais prévu de vous parler d'un autre personnage qui est inspiré de Gorbad, plutôt pour le côté exploit militaire et stratégie, j'y reviendrai après. Il s'agit d'un certain Norgrim Doomhammer. Mais on a le visuel de Black End, pour ceux qui ont encore du mal à voir les points communs, le visuel de Black End à Warlord of Draenor, c'est totalement de l'orque noir, refait dans les années 2000 par Warhammer, par les nouvelles licences de Warhammer, notamment c'est 2000 je crois et 2004-2008 pour les nouvelles éditions.
on a vraiment un orque noir, hein. C'est véritablement un orque noir, à tel point même qu'on dirait presque un orque de Warhammer 40 000 que vous voyez ici, cette espèce de gorgerin là avec les dents d'acier, l'armure ultra épaisse, etc. On est presque dans du Warhammer 40 000 et plus dans de l'heroic fantasy, mais presque de la science-fiction. Donc là, Warlord of Draenor assume pleinement, hein, alors Warlord of Draenor de mémoire c'est 2014, donc assume pleinement là le côté Warhammer presque, hein, c'est assez hallucinant. Mais un autre personnage du coup qui est très inspiré de Gorbad, comme je le disais au niveau de ses stratégies militaires, de la stratégie, de l'esprit militaire et de ses grandes conquêtes, c'est bien entendu Orgrim Doomhammer. Orgrim Doomhammer, donc Orgrim marteau du destin, qui a une armure très costaude, très solide, une armure qui fait presque un petit peu chevalier, qui sera quelque chose qui sera repris plus tard. Alors Orgrim Doomhammer, pour vous rappeler les dates, Orgrim est un personnage qui est apparu donc dans Warcraft 1 et Warcraft 2, à savoir donc 93, 94, 95. Je crois que c'est 96 Warcraft 2 Beyond the Dark Portal et 95 Warcraft 2, donc Warcraft 1 je crois que c'est un an avant voire 2 ans avant, donc c'est quelque chose 93-94 par là. Et au final, eh bien on verra que dans ces thématiques il y a quelque chose de très intéressant, puisque je vais vous reparler un petit peu de Gorbad, mais Gorbad, eh bien ses conquêtes militaires, il a tout simplement assemblé la plus grande WAG de son temps et il a tout simplement envahi ce qu'on appelle l'Empire dans l'univers de Warhammer. Donc l'Empire humain, c'est tout simplement en fait un petit peu les grands royaumes humains de Warcraft. Et l'idée c'est que l'Empire là c'est en gros le Saint-Empire germanique, pour résumer, pour faire simple, de l'univers de Warhammer. Donc c'est le plus grand royaume, enfin le plus grand, ouais c'est ça, le plus grand royaume humain tout simplement du vieux monde, ce qui est l'Europe en gros. Et il arrive du sud et il attaque et il dévaste tout sur son passage. Il détruit toutes les armées humaines qui lui barrent la route, et il va carrément, et bien tout simplement, battre les grandes cités de l'Empire les unes après les autres, les grandes armées. Et les commandants humains n'ont jamais vu ça, puisque cet orc, eh bien, est un stratège. Il fait une utilisation très intelligente pour un orc de Warhammer. Les orcs de Warhammer, c'est pas des finaux, c'est pas des malins. Bah lui, pour la première fois, il va utiliser sa cavalerie, ce qui n'a jamais été utilisé avant et ce qui ne sera quasiment jamais utilisé par la suite. Une cavalerie très, je dirais, très disciplinée, qui va rentrer dedans et pouvoir rivaliser avec la cavalerie humaine, qui est le fleuron, je dirais, des humains dans Warhammer, notamment de la Bretonnie, mais là il s'agit de l'Empire. Et au final il va réussir à déjouer la plupart des assauts de cavalerie. Et il va surtout aussi utiliser les gobelins comme un outil, alors que la plupart des orques s'en fichent un peu des gobelins et les utilisent comme chair à canon. Bah lui il va utiliser pour faire du flanking, hein, donc tout simplement essayer de flanquer l'adversaire. Et il va amener donc des stratégies qui n'ont jamais été vues par le passé. Et ce qui fait qu'il va avoir un immense succès militaire. Il va commencer à vaincre pas mal d'armées humaines, et il va notamment détruire l'une des cités les plus importantes de l'Empire, à savoir Nuln. Si vous la retenez pas, tant pis, c'est pas grave, mais Nuln est l'une des plus grandes cités de l'Empire, spécialisée dans la forge, tout ce qui est création de canons, d'armures, etc. Et nous avons également, donc il va ravager la cité de Nuln. Il va d'ailleurs il va ensuite continuer à mettre à sac, à faire tout simplement à être en maraude sur toutes les terres du sud, et il va détruire notamment donc au niveau des terres du sud de l'Empire le Soland, donc qui ne s'en relèvera jamais. Donc c'est un comté de l'Empire qui sera totalement détruit après la WAG de Gorbad. Il a tout cassé, il a vraiment tout cassé, et au final il va remonter, ses succès vont remonter jusqu'au nord, et jusqu'au nord de ces provinces du sud. Donc il va arriver à peu près au milieu de l'Empire avec Altdorf, la capitale de l'Empire. Le truc c'est que dans sa campagne du sud, il va être gravement blessé par une charge de cavalerie par la dernière armée qu'il va vaincre, qui est l'union du comté de Soland et l'autre j'ai oublié, mais en gros c'est les survivants de Nuln, qui vont s'unir et ils vont lancer leur dernière charge. Ils vont être détruits par Gorbad, mais dans la bataille Gorbad va être gravement blessé. Et cette blessure va pas mal le mettre en rage, le mettre en énorme colère, et du coup il va attaquer directement la capitale de l'Empire, Altdorf. Il va mener le siège d'Altdorf, mais le problème c'est qu'au début c'est la fureur qui parle et plus la tête, plus la stratégie. Et du coup il va envoyer ses armées les unes après les autres à attaquer les remparts. Ça va être une boucherie, les orques vont se faire massacrer les uns après les autres, mais il envoie toujours plus de régiments, il sait qu'il a le nombre, donc il envoie pour essayer d'affaiblir les défenseurs. Le problème c'est que c'est la rage qui parle et pas l'intelligence, et du coup il ne va pas réussir à briser les défenses de la ville.
Et à la fin, eh bien, il va reprendre ses esprits trop tard lors du siège. Il se rend compte lui-même qu'il n'a plus les effectifs suffisants pour pouvoir attaquer la ville parce que, alors, ils sont encore en surnombre, mais plus assez pour pouvoir mener on va dire, à bon terme. Donc, de plus en plus les orques, par rapport à leur défaite, fuient la bataille et le siège, eh bien, commence à être compliqué à tenir. Il a beaucoup de pertes. En plus de ça, il y a des désertions, donc il n'est pas capable de tenir le siège et il va devoir lever le siège. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein. Évidemment, Orgrim Doomhammer qui a réussi à détruire toutes les provinces du sud, mettant le feu notamment à l'une des plus grandes cités des royaumes humains, à savoir Hurlevent, Stormwind, et ensuite il est attaqué. Il est remonté dans le nord pour aller mettre à sac différentes grandes villes et différents grands royaumes humains, notamment Stromgard, et ensuite il mène le siège de la capitale des humains, à savoir à ce moment-là la capitale de l'Alliance qui était Lordaeron. Il mène le siège de Lordaeron. Ça va pas se passer, il va y avoir des désertions. Gul'dan et notamment Shogal, je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2 pour plus de détails. Du coup, il va y avoir des désertions. À cause de ces désertions, il va devoir lever le siège et devoir se replier. C'est exactement ce qui va se passer pour Gorbad. Donc là on voit une grosse inspiration, Orgrim très inspiré de Gorbad, hein, bien sûr au niveau de ses conquêtes militaires. Et au final, d'ailleurs dernier point qui est assez intéressant dans le parallèle, c'est que en levant le siège, Gorbad va lâcher sa dernière arme contre la ville d'Aldorf. Il va envoyer tout simplement des vouivres ou des wyverns. Des wyverns sauvages. Il va les lâcher, des espèces de dragons, hein, mais qui crachent pas de feu, contrôlés par les orques. Et bien il va les libérer de leur cage pour les faire attaquer la capitale. Et en fait il va y avoir tout simplement des wyverns sauvages qui vont attaquer donc le palais royal et s'en prendre à tous les habitants. Et pendant cet assaut, eh bien, il y a même l'empereur qui va mourir, donc ça c'est quelque chose d'assez énorme. Et évidemment le parallèle qu'on pourrait faire, c'est tout simplement l'utilisation des dragons rouges d'Orgrim Doomhammer qui lui a permis de gagner pas mal de batailles également. Donc il y a un gros parallèle entre ces deux personnages d'un point de vue, pas d'un point de vue visuel pour le coup, mais d'un point de vue, je dirais, fait militaire et stratégie. Parce que visuellement, on l'a dit, c'est plus Black End qui est proche de Gorbad, ainsi que le premier chef de la première grosse horde orc. Donc je reviendrai pas sur le côté vraiment Orc Warhammer, Orc Warcraft. Bien sûr au niveau de l'orc simple, il y a des différences déjà des Warcrafters. Maintenant on va aller sur un autre personnage qui est très inspiré du... Parce que la plupart des gens aussi disent oui, Warcraft a tout pompé sur Warhammer, ce qui parfois il y a certains éléments qui sont en commun, ça c'est certain, mais il y en a d'autres qui sont différents. Alors comme on l'a vu avant, c'est assez impressionnant l'inspiration d'Orgrim à l'égard de Gorbad. Il y a un autre personnage qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est Azag. Alors Azag, ça doit vous parler, Azag le massacreur, puisque c'est inspiré d'Azog, et Azog c'est le Seigneur des Anneaux. Azog est dans le Seigneur des Anneaux, et si vous avez vu la trilogie de Bilbon, du Hobbit, vous le savez aussi. Donc il y a Azag, là c'est Azog, tu changes une lettre, tu changes une voyelle, boum, ça fait Azag. Mais Azag pour le coup, même si c'est un nom qui vient du Seigneur des Anneaux, eh bien Azag, il a quelque chose d'assez unique avec la patte Warhammer. Azag le massacreur, qui a un nom plutôt rigolo, plutôt sympathique, eh bien c'est un orc qui vient des provinces nord du Vieux Monde, donc en gros imaginez que c'est le nord de l'Europe, et il est souvent attaqué et à un moment donné il a dû fuir parce que sa bande n'était pas assez grosse et il a dû fuir avec son clan. Et ils ont dû se cacher dans une montagne abandonnée. La montagne n'est pas abandonnée pour rien, hein, il était attaqué par des forces du chaos. Et en fait, la montagne, c'est une montagne en fait, qui était liée aux morts, aux nécromanciens. Et il va tomber sur le casque que vous voyez, une espèce de couronne de sorcellerie qu'il a greffée du coup à son casque, une couronne de sorcellerie. Cette couronne de sorcellerie, eh bien, c'est tout simplement donc ce qui va lui permettre d'avoir une conscience qui va lui parler et qui va lui permettre eh bien, de s'élever comme étant l'un des plus grands chefs de guerre que les orques n'ont jamais connu dans l'univers de Warhammer Battle, Warhammer Fantasy. Et Azag le Massacreur, du coup, eh bien, avec ses pouvoirs nécromanciens, va acquérir une intelligence terrible et va notamment eh bien, pouvoir avoir des grands pouvoirs de sorcellerie et même commander aux morts. Ça doit vous faire rappeler quelqu'un, bien entendu. Vous l'avez juste ici.
Beyond the Dark Portal, l'extension de Warcraft 2, le nouveau chef de guerre de la Horde, il s'agit bien sûr de Ner'zhul. Ner'zhul, alors pour le coup, Azag n'est pas, alors en tout cas dans mes recherches, peut-être que c'est différent, mais dans mes recherches, Azag n'est pas un chaman à la base, hein, c'est un orc guerrier, et il va acquérir justement, grâce à la couronne de sorcellerie, des pouvoirs magiques. La différence, c'est que Ner'zhul, au départ, est déjà un chaman, il est même le chaman le plus connu des orcs à cette époque, et le plus puissant qui était de son temps. Et visiblement un des plus grands chamans que les orcs n'aient jamais connu. Et dès Warcraft 2, il était évoqué, il était mentionné Ner'zhul en tant qu'ancien mentor de Gul'dan, mais que Gul'dan a trahi. Et bien, à Beyond the Dark Portal, c'est l'occasion de le revoir avec un clan, hein, les Shadowmoon, le clan Shadowmoon, le clan Ambre-Lune, qui est très lié à la mort, et c'est pour ça aussi qu'il a cet aspect, on va dire, je dirais morbide tout simplement, avec le symbole de crâne qu'il a au niveau de sa tête peint en blanc. Donc il y a déjà un point commun. Mais Ner'zhul à Warcraft 2 est un seigneur de guerre orc, même si c'est un chaman donc il est un peu plus intelligent que la moyenne. C'est un chef de guerre orc avec ses armées d'orcs. Il a ses propres plans magiques bien sûr, mais c'est toujours un orc, donc peau verte, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une inspiration assez proche d'Azag. Là où on va avoir une différence, c'est dans le traitement de la couronne de sorcellerie, bien entendu, hein, puisque Ner'zhul à Warcraft 3 va encore une fois évoluer dans son traitement, parce qu'à la fin de Warcraft 2, eh bien, son corps va être détruit par les démons, et il va devenir ce qu'on appelle le roi Lich. Le roi Lich qui est tout simplement une entité spectrale qui se voit dans un casque et une épée, notamment le Home de Domination et Frostmourne, Deuil Givre en français, l'épée l'épée légendaire. Donc Ner'zhul devient justement ce qu'on appelle le roi Lich. Ce qui est intéressant dans ce parallèle, c'est qu'Azag, qui est antérieur à Ner'zhul, Azag le massacreur, eh bien c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque la couronne de sorcellerie, donc sa relique, eh bien c'est un casque donc de sorcellerie permettant à Azag d'utiliser de la magie noire, sans j'en ai déjà parlé, mais cette couronne était celle d'un seigneur Lich. Et pas n'importe quel seigneur Lich dans l'univers de Warhammer, puisqu'il s'agit de Nagash. Nagash, pour faire un gros résumé, c'est le plus puissant seigneur nécromancien qui ait jamais existé dans l'univers de Warhammer. À tel point que même dans les dernières éditions de Warhammer, il devient le dieu de la mort. Littéralement, il devient le dieu de la mort. Il y a différentes magies, etc. Et lui, il devient le dieu de la mort. Donc Nagash, c'est pas un rigolo. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Azag entend les murmures, justement, qui le guident et qui l'envoient sur certaines batailles. Et du coup, Azag, en entendant ces murmures, va être influencé et il va acquérir une certaine forme d'intelligence. Mais le truc, faut pas penser qu'il est totalement possédé par Nagash et que du coup il écoute que Nagash. Ça influe bien sûr sur ses prises de décision. Mais Azag, en tant qu'orc, en tant que bourrin, eh bien, a la capacité mentale pour résister à la possession de Nagash. Et du coup, eh bien, il rentre très souvent en transe où il y a un conflit mental entre Nagash et Azag. Et souvent Azag arrive à le dominer, mais Azag va connaître notamment sa fin à cause justement d'un conflit mental en pleine bataille, et il sera vaincu et sa WAC sera mise, donc son armée sera mise hors d'état de nuire tout simplement. Il perdra une bataille très importante qui aurait pu le faire gagner sur l'Empire justement, qui arrive bien après Gorbad, et au final eh bien, ça ne marchera pas. Donc ça c'est assez drôle aussi, c'est que Azag arrive après Gorbad, Ner'zhul arrive après Blackhand et Orgrim d'un point de vue chronologique. Donc c'est assez intéressant aussi le lien encore une fois. Et donc il arrive à résister au contrôle de Nagash malgré tout. Mais donc il y a un gros parallèle qui est fait, et encore plus méta, sans vouloir trop spoil Shadowlands, encore plus méta, il est encore plus d'actualité, hein, ça m'a encore plus choqué moi à ce niveau là, parce que on sait qu'à Warcraft 3 le roi Lich est le seigneur noir, en fait Ner'zhul dans Warcraft 3 est un mélange entre Azag et Nagash. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc à Warcraft 3, il arrive à prendre possession du corps d'Arthas, et du coup, il fusionne avec Arthas. Ce qui est assez drôle, c'est que cet aspect-là va être repris à Wars of the King, donc en 2008, où en fait, eh bien, il y a un conflit mental entre les deux entités, et c'est Arthas qui va gagner. Bon, on sait pas pourquoi, hein, mais c'est Arthas qui a gagné. Si Ner'zhul était affaibli, blablabla, ouais, bien sûr. Quand il prend juste l'épée et qu'il perd, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit mental, il s'est juste fait mind control. Mais par contre, quand il se connecte directement au casque et à l'entité qui l'a mind control de loin, là, bien sûr, il arrive à résister, évidemment. Hein. Ta gueule, c'est magique, c'est incroyable. Du coup, ça, c'est du 2008. Et arrive Shadowlands, donc 2020.
où maintenant on apprend qu'en fait il y a Arthas, il y a le roi Lich, mais au-dessus du roi Lich, on savait qu'il y avait les démons avec Kil'jaeden qui ont forgé Elena Trezim, donc les seigneurs de l'épouvante qui ont forgé l'épée, l'armure, tout le casque, etc., toute l'armure du roi Lich, qui ont façonné le roi Lich en fait tout simplement, parce que l'épée c'est le roi Lich aussi, hein, je le rappelle. Et en fait on apprend qu'il y a une autre entité qui est au-dessus, qui est une espèce de dieu de la mort, hein, parce qu'il fait partie du panthéon de la mort, qui s'appelle le geôlier. Et il y a toujours des murmures alors que Ner'zhul est censé avoir été détruit, etc. Donc il y a de fortes chances qu'en fait on apprenne que Ner'zhul lui-même entendait les propres sons. Enfin on sait pas, là je suis pas en conjecture, mais ce qui est assez drôle c'est que ça de nouveau ça va rentrer encore une fois enfin, sur la table avec Shadowlands. Donc ça me fait un peu rire, ça me fait un petit peu rire parce que bah, on s'éloigne justement de la création qui a été de War 2 où c'était vraiment Ner'zhul était une espèce de fusion, inspiration d'Azag et de Nagash, et là on retourne dans le côté Azag au final. C'est assez drôle. Après ça se trouve ce sera très bien, hein. Ça se trouve ce sera nul, ça se trouve ce sera très bien, mais c'est assez drôle parce qu'on revient encore une fois sur l'inspiration. Et il y a une autre inspiration qui cette fois est plus proche, qui n'est pas de Warcraft qui s'inspire de Warhammer, mais Warhammer qui s'inspire de Warcraft. Puisque ça aussi ça m'a choqué, alors on en reparlera de Grimgor Ironhide, donc Grimgor boîte en fer que vous voyez à droite, qui à gauche c'est Orgrim Doomhammer, à Warcraft 2, 95, Warcraft 2, Orgrim Doomhammer, à droite Grimgor Ironhide, les années 2000, l'édition 6 je crois, je sais plus si c'est édition 6 ou édition 5, mais Grimgor arrive en 2000, est créé en 2000 avec le nouveau livre d'armée des orques de 2000. Et bien, ce qui est assez drôle c'est qu'il y a une correspondance visuelle je trouve qui est, je veux dire, c'était rare que les orques soient montrés dans des grosses armures. Même les orques noirs des anciennes éditions avaient des armures mais pas complètes. Et Orgrim à Warcraft 2 avait une énorme armure. Il était connu pour ça, son armure noire et dorée et son marteau, hein, Doomhammer le marteau. Donc il avait, et on voit d'ailleurs avec la tête de Blacken dans la main, et il était devenu le chef de guerre de la Horde, etc. Ce qui est assez drôle c'est que quand tu arrives en 2000 Grimgor Ironhide, bah, ce qui est assez drôle c'est que il a un aspect qui ressemble beaucoup plus à justement du Orgrim Doomhammer avec une énorme armure, même les gantelets. Moi surtout ce qui m'a choqué c'est les gants en fait, les gantelets avec les espèces de griffes sur les gants, les espèces de piques et de pointes. Et ça c'est... Grimgor va justement en plus avoir un aspect qui ressemble un peu à Orgrim dans le côté grand conquérant, chef de la plus grande WAG. Il va réussir à dominer tous les autres clans. Il va les garder d'une main de fer quitte à tuer des chefs de clan et autres. Et il va être le grand conquérant. Alors les thématiques sont pas aussi communes qu'avec Garrosh, mais on voit qu'il y a quand même une certaine inspiration. Peut-être que Grimgor n'est pas que inspiré d'Orgrim, c'est tout à fait possible, mais il y a clairement une inspiration liée à Orgrim Doomhammer. On va y revoir juste après parce que Grimgor, donc Grimgor Ironhide, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Garrosh, eh bien Warcraft va ensuite se réinspirer de Warhammer dans la création de Garrosh. Alors bien sûr Garrosh reprend des traits aussi d'Orgrim Doomhammer. La plupart des gens considèrent qu'il prend les anciens. La plupart des fans de Garrosh disent qu'on revient à la première horde, beaucoup plus sanglante, etc. Je vous ai déjà montré dans la vidéo sur Garrosh que Orgrim et Garrosh, visuellement c'est sûr qu'il y a des aspects similaires, mais d'un point de vue acte, il y en a un qui prend plaisir à la destruction, l'autre pas du tout en fait. L'autre il fait ça par nécessité. Pour le coup, Garrosh, d'un point de vue visuel, ressemble beaucoup aux orques de Warhammer, c'est aussi pour ça que ça a plu. Orgrim, d'ailleurs je tiens à le dire, mais Grimgor, à l'époque Grimgor est une création assez récente dans le lore des orques de Warhammer, dans le fleuve des orques de Warhammer, sachant qu'avant c'était Azag, Gorbad qui étaient les plus connus, et au final à l'arrivée de Grimgor, eh bien Grimgor va devenir le nouveau, on va dire le nouveau héros légendaire des orques, et ça va devenir tout simplement celui qui est le plus puissant même dans le lore, hein. Il met un coup de tête à Archaon, bon je sais ça a été décanonisé, mais il met un gros coup de tête à Archaon qui est censé être l'élu de la fin des temps, qui va amener la destruction sur le monde. Lui il arrive, il met un gros coup de tête et il gagne le combat. C'est clairement le mec badass, c'est le plus gros badass. Et maintenant si vous dites à un joueur de Warhammer quel est ton seigneur de guerre orc préféré, la plupart du temps t'entendras Grimgor Ironhide, parce que c'est une force que rien ne peut arrêter, enfin, c'est vraiment un monstre. Et du coup ce qui est assez drôle c'est que ce nouvel aspect visuel et tout le lore qui va avec va faire que la plupart des gens adorent Grimgor dans Warhammer. Et ce qui est drôle c'est que Garrosh qui va avoir cette nouvelle arrivée visuelle à Cataclysme, et le fait que voilà c'est une force que rien n'arrête également, devenir l'un des plus grands guerriers de son histoire à l'origine, qui ressemble bien sûr à son popo. D'ailleurs je pense que Grimgor, il y a une double inspiration qui est à la fois celle d'Orgrim et celle de Grommelskrim, très probablement. Parce que Grommelskrim avait beaucoup hype aussi au début des années... mais Orgrim
Enfin, Grom Hellscream aussi a été créé à Warcraft 2. Et pour le coup, les cinématiques qui ont ré-hypé à Warcraft 3, c'est après la création de Grimgor. Mais il est possible que Grom ait inspiré aussi la création de Grimgor. Mais en tout cas, clairement, Garrosh va prendre un aspect visuel qui est clairement établi entre les gantelets, la ceinture, même le collier de dents, j'en ai pas parlé, mais le collier de dents, tout ce qui est lié aux chaînes, tout le côté métal de la refonte d'Orgrimmar, etc. Il y a un aspect vraiment orque noir qui est clairement présent. Mais bon, ça j'en ai parlé en détail dans la vidéo sur Garrosh, donc je vous laisserai aller voir la vidéo sur Garrosh. Donc on voit qu'il y a quand même chez les orques un aspect visuel et thématique qui est en commun. D'ailleurs oui, j'ai oublié ce dernier passage, je suis désolé. Dans l'aspect thématique, parce que j'ai parlé de l'aspect visuel, mais dans l'aspect thématique, les deux vont être des grands conquérants et notamment surtout avoir une main de fer dans le contrôle de leurs armées. Et qu'elle soit d'ailleurs thématique mais aussi visuelle, parce qu'encore une fois ils sont tous en grosse armure monstrueuse avec des grosses épaulettes, un gros hache, etc. Un gros cri de guerre en commun, le fameux wouah des orques, et on sait que Garrosh gueule tout le temps, donc ils sont tous les deux de la voix, on va dire, ils ont tous les deux des grosses cordes vocales. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est tous les deux des grands conquérants voyageurs. Qu'est-ce que j'entends par voyageurs? C'est le côté qu'ils vont aller dans des terres très lointaines. Par exemple, dans End of Time, donc la fin des temps de Warhammer, eh bien, on sait de base dans le lore de Grimgor que Grimgor vient de l'Est. Il vient, c'est pas pour rien qu'il a une tête de nain du chaos dans la main, c'est parce que, c'est pour ça que c'est un décor nain que vous voyez à l'arrière, c'est pas orc, mais il vient en fait comme les orques noirs sont une création des nains du chaos à la base, c'était des esclaves des nains du chaos. Et il s'est libéré de cet esclavage, il a regroupé les orques autour de lui, les orques noirs autour de lui, et il a été botter le cul d'autres seigneurs de Garrosh pour pouvoir récupérer leurs armées. Il a fondé son armée comme ça, et il s'est foutu sur la gueule avec tous les ennemis potentiels. Donc à l'ouest bien sûr, mais également à l'est, et surtout à l'est. Et dans End of Time, on sait avant déjà qu'il avait battu des nains du chaos, des ogres, mais dans End of Time, il va carrément rassembler les ogres autour de lui, et il va lancer l'attaque de l'empire humain le plus grand de l'univers de Warhammer, autre que l'empire du vieux monde, c'est l'empire de Cathay, en gros la Chine. Et va attaquer la Chine à très loin. C'est marrant ça. Ça me rappelle quelqu'un ça. Quelqu'un qui va rassembler les différentes armées sous une pointe de fer, qui a une thématique de la libération de l'esclavage propre à Popo, et il va attaquer des terres lointaines, notamment une province qui fait beaucoup écho à l'Asie, dont la Chine, à Mist of Pandaria. Tiens. Donc là on voit qu'il y a une inspiration, encore une fois, mutuelle, parce que Grimgor et End of Time, c'est, il me semble, après Mist of Pandaria. À vérifier, mais il me semble que c'est après Mist of Pandaria, End of Time. Donc il y a une double inspiration, c'est incroyable à quel point ça se croise parfois. Parfois c'est de l'inspiration, parfois c'est peut-être même du hasard, mais c'est assez drôle de mettre tous ces aspects visuels et même thématiques en commun, c'est assez hallucinant. Et on va aller du coup pour tout ce qui est peau verte. Bien entendu, il va falloir qu'on fasse un point sur les gobelins. Et c'est là que vous voyez aussi qu'on ne peut pas dire que Warcraft et Blizzard pompent allègrement Warhammer. C'est pas possible. Il y a des points bien sûr qui se croisent et qui clairement, il y a des thématiques communes, mais parfois il y a un arrêt total, et notamment sur la vision des gobelins de Warcraft et de Warhammer, qui ne sont pas du tout les mêmes. Dans Warhammer, les gobelins sont plus proches du gobelin, je dirais, de Tolkien, à savoir fourbes, qui vont lancer des embuscades, et cet aspect-là en fait. Et celui de droite que vous voyez, donc Gallywix à gauche, qui représente l'un des chefs gobelins de Warcraft, et à droite vous avez Grom Lapence qui a un aspect d'orque tellement il est massif. Alors bien sûr visuellement hein, c'est des ogres, c'est tous les deux gobelins obèses, mais à droite donc c'est Grom Lapence, et Grom Lapence, eh bien à part l'aspect visuel, il n'y a aucune thématique en commun. Alors peut-être que vous en listerez quelques-unes dans les commentaires qui m'ont échappé, c'est possible. Mais Gallywix il fait ça pour la thune. C'est presque un syndicat du... Il ressemble plus au pingouin de Batman que véritablement à Grom Lapence en tant que chef de guerre. Lui ce qu'il fait c'est pour le business, c'est du business avant tout. C'est la mafia Gallywix. Grom Lapence c'est un conquérant. Grom Lapence, donc Grom va probablement inspirer le Grom Hellscream de Warhammer d'ailleurs, de Warcraft pardon d'ailleurs. Mais Grom Lapence c'est pareil, c'est un grand conquérant qui va notamment envahir l'Empire. Mais c'est l'une des plus grandes WAG donc les plus grandes hordes orques de l'histoire des orques, qui va ravager une partie de l'Empire, mais surtout qui va assembler des bateaux, qui va créer une énorme flotte, et qui va attaquer Ulthuan, la terre des elfes. Donc va attaquer le royaume magique d'Ulthuan, donc elfique. Et ça c'est vrai que ça ressemble un peu plus aux actions également d'Orgrim Doomhammer, qui a, je veux dire, les orques
la voie maritime on les connaît pas trop pour les bateaux, et bien là on a vraiment une inspiration avec Orgrim qui aussi va s'inspirer de Grom avec le côté création de toute une flotte et qui va prendre par surprise les royaumes humains, mais notamment aussi se servir de ces flottes pour ravager le sud de Lordaeron et finalement lui permettre d'attaquer par la voie terrestre par contre mais pas maritime, mais attaquer à la base par la voie maritime, va attaquer par la voie terrestre le royaume elfique de Keltalas et va complètement ravager le royaume de Keltalas à tel point qu'il y aura une haine massive des elfes à l'égard des orques, notamment Alleria bien sûr, la sœur de Sylvanas, Alleria Windrunner, Courcevent, qui va carrément traquer les orques partout où elle veut. Et ça c'est très lié à Grom et sa rivalité avec Eltarion, c'est un peu le même délire. Donc là-dessus, vous voyez qu'il y a des thématiques en commun mais pas forcément visuelles. Là, visuellement, bien sûr, les gobelins se ressemblent, les deux gobelins se ressemblent et les autres gobelins peuvent se ressembler entre Warcraft et Warhammer. Par contre, sur les thématiques, ça n'a rien à voir. Gallywix et la plupart des gobelins dans Warcraft sont des grands inventeurs qui créent des bombes, des explosifs. Je rappelle qu'à la première unité gobelin, ou goblin plutôt, dans Warcraft 2, c'était des sapeurs gobelins, des mecs qui se font exploser, qui se font péter. Dans Warhammer, ils créent des choses. Technologiquement, ils sont un peu améliorés par rapport aux orques, mais c'est très très bas, quoi. Ok, ils sont capables de créer des catapultes qui vont pouvoir lancer des planeurs de la mort gobelins, donc des mecs avec des ailes. Mais en dehors de ça, c'est pas des grands créateurs, les gobelins. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une différence à ce niveau là. D'un point de vue visuel par contre tous les deux ont la peau verte, ça c'est sûr. Mais d'un point de vue thématique on n'est pas du tout dans le même délire. Il peut y avoir des thématiques communes, le côté espiègle, le côté assassinat, etc. Bien sûr ça peut arriver. Mais les gobelins dans Warcraft sont surtout connus pour être des inventeurs, plutôt le côté gremlins on va dire, le côté inventeur d'inventions qui foirent et qui s'intéressent surtout à l'argent. En fait c'est ça l'idée. Donc eh bien j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura peut-être débunker 2-3 idées reçues et qui vous aura intéressé, que ce soit à l'univers de Warhammer si vous venez de Warcraft ou à l'univers de Warcraft si vous venez de l'univers de Warhammer. Je crois que j'ai dit la même chose là, non? Enfin bon, vous m'avez compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que d'ailleurs j'ai faite sur Warhammer pour présenter un peu l'univers de Warhammer, qui sera également dans les commentaires, tout ça, pas dans la description, etc. Et je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos de Warcraft que je peux faire sur ma chaîne. Donc voilà, plein de bisous, j'espère qu'encore une fois ça vous a plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.